Alors, d'abord, les éléments constitutifs des coûts. Alors, nous avons vu déjà la dernière fois que pour calculer un coût, que ce soit un coût d'achat, un coût de production, un coût de revient, on est bien d'accord, vous vous souvenez, il y avait des charges directes et des charges indirectes. Le problème, c'est que en comptabilité analytique, on va donc prendre en compte un certain nombre de charges pour calculer les différents coûts. Bien sûr, ces charges sont, et tout le problème est là, pour la plupart issues de la comptabilité générale. Et donc, imaginez, pour faire simple, vous commencez à comprendre, ça veut dire qu'au début, le travail du contrôleur de gestion, pour faire d'une façon schématique, il va utiliser la balance comptable et par nature de charge, on fait très très simple, c'est plus compliqué que ça, mais dans l'idée, par nature de charge, il va dire ça c'est une charge d'achat, ça c'est une charge de production, etc. etc. D'accord ? Donc, par exemple, les achats de matières premières vont aller dans le coût d'achat des matières premières. Par exemple, les charges de personnel qui sont en 641, 645 en comptabilité générale, eh bien, une partie peut aller en coût d'achat. Et oui, le salaire du responsable des approvisionnements, par exemple. Et une autre partie qui peut aller en coût de production, le salaire des ouvriers. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit la dernière fois ? Ah oui, mais s'il veut savoir ça, il y aurait quand même une technique qui permettrait de gagner du temps. C'est que quand le comptable enregistre les fiches de paye, au lieu de mettre 641 tout court, il met, par exemple, quelque chose du genre, une nomenclature. 641,01, c'est le salaire des gens qui travaillent au service des appros. 641,02, l'atelier 1. 641,02,03, l'atelier 2, etc., etc. Ce qui fait qu'après, pour aller chercher les informations, ça va beaucoup plus vite. Est-ce que vous comprenez ? D'accord ? Vous imaginez que si on ne fait pas ça, l'enfer, le temps qu'il faut. Il faut aller rechercher les fiches de paye de chacun, c'est un travail de fou, d'accord ? Donc, le principe est là. Alors, bien sûr, dans certains exercices, les énoncés vont vous donner le montant des charges à affecter ou à imputer à tel ou tel coût, tel que nous l'avons vu dans l'exemple que nous avons étudié la dernière fois. Mais quel est le problème ? Si l'énoncé, et je vous dis que très rarement dans les énoncés c'est le cas, mais si l'énoncé ne vous donne pas le compte de résultat de l'entreprise. Donc le compte de résultat, lui, il n'y a pas d'ambiguïté, il est issu de la comptabilité générale. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas savoir, vous, si toutes les charges et tous les produits qui existent en comptabilité générale ont été intégrés dans la comptabilité analytique. Est-ce que vous me suivez ? Si vous n'avez pas le compte de résultat, vous ne pouvez pas le savoir. Dans un énoncé, comme la dernière fois, on vous dit, voilà, les achats ont été de ça, etc., etc. Mais dites-moi, dans un compte de résultat de la compta gênée, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas savoir s'il n'y a pas eu d'autres charges que celle-là et d'autres produits que les ventes. Est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, quel est le problème ? C'est donc obligatoirement que le résultat analytique que vous allez trouver, ou que vous avez trouvé, par définition, ne sera jamais le même que le résultat de la compta gênée. Je vous donne un exemple ultra simple. Vous devez comprendre intuitivement qu'en comptabilité analytique, par exemple, vous l'avez vu, quand on a calculé le coût de revient et le résultat, qu'est-ce qu'on a mis comme produit ? Le chiffre d'affaires, le prix de vente. Mais dites-moi, en comptabilité générale, il y a d'autres produits potentiels que le prix de vente. Il peut y avoir des produits financiers, il peut y avoir des produits exceptionnels. On n'en a pas tenu compte. Donc rien qu'à cause de cela, sans aller plus dans les détails à la seconde, vous comprenez bien que le résultat analytique ne sera pas le même que celui de la comptabilité générale. Or, dans certains examens et dans la réalité, on peut vous demander d'établir ce que l'on appelle la concordance des résultats. C'est-à-dire retrouver le résultat de la compta gênée, donc issu de la compta gênée, à partir du résultat que nous avons trouvé en comptabilité analytique.
Alors, ce n'est pas demandé, on est d'accord, dans tous les cas, ce n'est pas demandé dans le cadre des examens, etc. Mais dans la réalité, si vous ne faites pas ça, je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Si vous ne faites pas ça, vous n'avez aucune idée, aucune, celui qui me démontre le contraire, il vient me voir, aucune idée si le résultat analytique que vous avez trouvé est cohérent ou pas. Vous n'en savez strictement rien. Vous êtes dans le noir complet. Pourquoi ? Pour savoir si vous avez été cohérent, est-ce qu'à partir du résultat analytique que j'ai trouvé, je peux remonter jusqu'au résultat de la compta gênée ? Si oui, alors je peux dire j'ai été cohérent. Tant que je ne vais pas jusque-là, je n'en sais strictement rien. Évidemment, j'exagère un tout petit peu. Il y a le bon sens, je veux dire, il y a l'habitude, ce genre de choses. Mais au niveau formel, je n'en sais rien. Je peux m'être trompé d'un zéro quelque part. Je n'en sais rien. Je ne peux pas le retrouver. C'est la seule façon de le faire. D'accord ? Donc, le problème, c'est que avant de faire la concordance, il faut comprendre d'où peut venir la différence entre les deux résultats. Le résultat, donc, de la comptabilité analytique et le résultat de la compta gênée. Quelle est la première raison qui peut expliquer la différence entre les deux résultats ? Eh bien, je l'ai déjà évoqué, c'est que certaines charges et certains produits de la comptabilité générale ne sont pas pris en compte du tout en comptabilité analytique. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, les charges exceptionnelles et les produits exceptionnels, par exemple, les comptes VCEAC 675, 775, les amendes, etc., les charges exceptionnelles, on n'en tient pas compte en comptabilité analytique. De la même façon, par exemple, les dépréciations sur titres que l'entreprise a pu constater en comptabilité analytique, vous comprenez bien que je ne vais quand même pas l'intégrer dans le coût de revient de la table que je fabrique. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, ce sont bien des charges qui existent en comptabilité générale. Ça, c'est la première raison qui peut expliquer la différence entre les deux résultats. Certaines charges ou certains produits qui existent réellement n'ont pas été intégrés dans le calcul des coûts et n'ont pas été intégrés à juste titre. Bien sûr, je ne parle pas d'oubli là, je parle à juste titre. La deuxième raison qui peut expliquer cette différence entre les deux résultats, ça peut vous surprendre, mais en compta général, on peut avoir des charges et les prendre en compte en comptabilité analytique, mais pour un montant différent de ce qu'elles existent en comptabilité générale. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore ? Oui, il y a un exemple très simple. Très simple, les amortissements. En comptabilité générale, vous avez le droit, dans certains cas, mais assez fréquents quand même, de faire, rappelez-vous, des amortissements dérogatoires. Ne serait-ce que parce que vous avez décidé, et comme vous en avez le droit, d'amortir en dégressif. Est-ce que vous me suivez ? Parce que ça, c'est une autorisation d'ordre fiscal. Vous vous souvenez, 681 amortissement comptable, 687 ou 787 amortissement dérogatoire. Le problème, c'est qu'en comptabilité analytique, vous pouvez décider de n'intégrer dans le calcul des coûts que les amortissements économiquement justifiés, c'est-à-dire que les amortissements comptables et pas les amortissements fiscaux. Du coup, il peut apparaître, évidemment, une différence de ce fait, bien entendu. Troisième raison qui est la plus, j'allais dire complexe, en tout cas subtile, qui va vous étonner. En comptabilité analytique, on peut tenir compte de charges que je mets entre guillemets qui n'existent pas en comptabilité générale. Vous allez dire comment c'est possible ? Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple concret par la suite. Eh bien, ces charges que l'on intègre en comptabilité analytique et qui n'existent pas en comptabilité générale. Alors pourquoi elles n'existent pas ? On va prendre des exemples. Parce que c'est interdit en comptabilité générale de les considérer comme des charges. Mais nous, on va dire, nous, on veut que ce soit des charges. On veut en tenir compte. Eh bien, on appelle ces charges supplétives. Entendez supplétives comme supplément. Donc ce sont des charges que l'on va
intégrer dans nos calculs successifs de coût d'achat, de coût de revient, coût de production, tout ce que vous voulez, certaines charges qui n'existent pas en comptabilité générale. Je vous donne 2 exemples. Imaginez que vous souhaitiez faire le calcul du coût de revient, regardez bien, de cette table-là, par exemple. D'accord ? Sauf que on va travailler d'une table d'un menuisier, d'accord, qui fabrique des tables. Mais imaginez qu'on travaille sur 2 entités différentes. Une entreprise individuelle, et donc un menuisier qui travaille en individuel, et un autre menuisier qui fait exactement la même chose pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, mais en SARL. Regardez bien. Et on va calculer le coût. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez qu'on prenne les 2 comptes de résultats des 2 entreprises. Vous me suivez toujours? Imaginez qu'elles aient exactement le même chiffre d'affaires, elles font exactement les mêmes achats, tout pareil, les mêmes amortissements, tout pareil. Je vous garantis que vous n'allez pas trouver, et elles produisent la même quantité, elles les achètent au même prix, tout pareil, ben vous n'allez pas arriver au même coût de revient et donc au même résultat pour les 2. Comment c'est possible? Une raison, énorme, une différence énorme. Vous voyez pas? Les salaires des menuisiers, bravo. Eh oui, mais ça change tout. Parce que dans la SARL, lui, il va passer, on va le faire, sa rémunération en 641, avec ses charges sociales personnelles 645, etc. Dans l'entreprise individuelle, ces charges-là n'existent pas par définition, puisqu'il va taper dans le compte de l'exploitant, qui n'est pas une charge au cas où. D'accord ? Conséquence, vous voyez, si je prends les comptes de résultats et qu'à partir des comptes de résultats, je commence à dire ça, c'est une charge, etc., je ne vais pas trouver le même résultat. Donc ça veut dire que si je fais ça, je ne peux pas comparer ce qui est incomparable. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous me suivez? Conséquence, j'ai le droit, quand je dis j'ai le droit, intellectuellement, je devrais, dans l'entreprise individuelle, intégrer dans les charges, dans mon calcul de coût de revient, la rémunération de l'exploitant, alors que ce n'est pas une charge d'un point de vue comptable. Et là, quand j'aurais fait ça, je pourrais comparer pourquoi, n'importe quoi, l'entreprise, le menuisier en individuel fabrique cette table qui lui revient à 40 € et l'autre lui revient à 60 € ou 45 €, peu importe, je ne sais pas le problème. Ben oui, c'est normal. Et lui, il n'y a pas son salaire dedans alors que l'autre est dedans, c'est normal que... Mais attendez, si on compare tout et n'importe quoi, ben je sais que beaucoup de gens, ça ne les gêne pas. Hein. On remarque autour, tout le monde mélange tout, tous les chiffres, allez, rôles, tout ça, ça va bien. Non, nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire n'importe quoi tout le temps. À un moment donné, il faut réfléchir. Eh bien, voilà le cas d'une charge supplétive. Écoutez bien, autre catégorie de charges qui n'existe pas en comptabilité générale, et là, indépendamment de la structure juridique, et donc qui n'existe pas en compta gêné, et dont nous, en comptabilité analytique, on peut en tenir compte. Alors c'est un tout petit peu compliqué, encore que ceux qui ont fait et qui ont suivi avec moi, avec un plaisir non dissimulé bien sûr, les cours de finance. Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Eh oui, j'ai passé quelques heures à vous expliquer, vous vous souvenez, le coût moyen pondéré du capital. Eh oui, je vous rappelle que le coût du capital, par essence même, n'est pas une charge. Attendez, vous avez déjà vu une charge en comptabilité générale où c'est écrit coût du capital? Enfin, qu'est-ce que ça représente le coût du capital? Vous vous souvenez? C'est la rémunération, les coûts des capitaux propres en particulier. Le coût du capital, c'est la moyenne pondérée entre le coût des capitaux propres et le coût des emprunts. On admet que le coût des emprunts, donc les intérêts, on pourrait, nous, en comptabilité analytique, les intégrer, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas un souci majeur. Si on veut, on peut les intégrer, bien sûr. Mais le coût des capitaux propres, ce n'est pas une charge. Le coût des emprunts 661, c'est une charge, mais le coût du capital, des capitaux propres, pardon, ce n'est pas une charge. Or, moi, j'ai le droit, si je veux, en comptabilité analytique, de dire quoi? De dire, mais vous êtes bien gentils, vous les cadors, les bac plus 12, là, pour calculer les coûts de revient, vous êtes des génies de la haute finance internationale,
mais vous n'intégrez pas dans le calcul la rémunération que je suis en droit d'attendre, moi, alors soit chef d'entreprise ou société, du fait d'avoir immobilisé du capital pour pouvoir fabriquer et vendre ce que l'on fait. Or, ce n'est pas la même chose. Si vous attendez une rémunération, comme c'est la grande mode des fonds de pension, de 15%, oui, mais attendez, ça veut dire que vous avez le droit, dans ce cas-là, si on vous l'impose, hein, vous êtes contrôleur de gestion, et on vous impose ça, vous avez le droit de considérer que ça fait partie des charges, c'est obligatoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand je dis c'est obligatoire d'en tenir compte. Donc vous avez le droit de rajouter des charges qui n'existent pas en comptabilité générale, et c'est pour ça qu'on les appelle les charges supplétives. D'accord? Donc on en met deux catégories en général, c'est la rémunération du travail de l'exploitant individuel et la rémunération des capitaux propres. Alors, je vous l'ai mis dans le cours, il y a un piège sur la rémunération des capitaux propres, évidemment, le grand piège, vous vous précipitez tous, des panurgiens, d'accord, bien connus, et on vous dit le taux de rémunération des capitaux propres est de, comme j'ai mis les cours, est de 8%. Et on vous dit, bien sûr, pour l'intégrer, oui, mais le montant des capitaux propres de l'entreprise est de 1 million. Donc vous, il n'y a pas de problème, hein. Le coût des capitaux propres, on va le rajouter, c'est 80 000. Ah oui, dommage. Pourquoi dommage? Faites attention à ce que je vous disais dans le cours précédent. En général, la première phrase de l'énoncé, que bien entendu vous ne lisez jamais, c'est trop fatigant, c'est pas la peine. Mais là, on va vous dire, voilà ce qui s'est passé pendant le mois de janvier. Donc la rémunération des capitaux propres, les 8%, c'est annuel, bien entendu. D'accord? Donc là, il faut faire 8%, enfin, multiplié par un 12e. Faites attention. On est d'accord? Voilà le piège classique là-dessus. On est bien d'accord également que si charge supplétive il y a, dans le cadre d'un énoncé, vous ne pouvez pas l'inventer. On sera obligé, en annexe, d'accord, de vous parler de cela. Vous ne pouvez pas le savoir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, entre parenthèses, il pourrait quand même, dans certains exercices, y avoir une question de cours là-dessus. Quand même, sachez-le. D'accord? Alors, une fois qu'on a dit ça, comment établir la concordance des résultats?